Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Déjà, les comédies musicales en France, surtout les comédies musicales de cette époque, ne sont pas spécialement aimées par le public français en général, même à l'époque de toute façon. Mais cette comédie musicale-là, peut-être encore plus que d'autres, je ne dirais pas qu'elle a déçu, simplement le public français n'est pas a priori très porté sur ce genre-là, sur cette façon d'aborder les musiques, les danses, le sujet lui-même. Bref, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à être reconnu comme peut-être, en définitive, si on regarde bien, peut-être l'une des plus belles comédies musicales hollywoodiennes de cette époque-là. Mais ce n'est pas évident du tout au départ. Alors, j'aimerais peut-être vous laisser démarrer parce que je crois que certains d'entre vous doivent être perplexes, d'autres peut-être même hostiles, d'autres enthousiastes. Donc voilà, je vous écoute. Bien, alors au début j'étais un peu déconcertée, mais tout de suite je me suis détachée de la narration. J'ai regardé et j'ai trouvé que l'articulation entre les mouvements de caméra, entre les ballets, avec la musique, était tout à fait prodigieuse. Et vraiment, je suis enthousiasmée. Voilà. Bon, je suis très heureux que ce soit cette réaction-là qui démarre, parce que, pour moi, si vous voulez... Il y a eu pour Minelli une longue résistance, et en particulier, je pense, à l'époque des cahiers du cinéma qui ont découvert, en tous les cas, qui ont mis en évidence l'importance d'Hollywood et de grands cinéastes hollywoodiens, c'est-à-dire qui ont découvert, revenons au terme de mise en évidence, qu'est-ce que c'est que le cinéma à travers les genres que traitait Hollywood et par le cinéma américain. Il ne s'agit pas ici de dire que tous les cinéastes américains étaient admirables, mais quelques cinéastes américains. Et Minelli restait un peu sur la touche, parce que même les gens, disons, des cahiers, ceux qui vont faire la nouvelle vague, que ce soit Godard, Romer, etc., bon, vous voyez Minelli, oui, c'est bien, en effet, comme vous dites, il y a des beaux mouvements, etc., mais... alors qu'il défendait l'idée que ce qui faisait Hollywood, enfin les grands cinéastes d'Hollywood, c'est-à-dire les Howard Hawks, les Hitchcock, etc., c'était la mise en scène et ce que signifiait une mise en scène. Il ne le voyait pas pour Minelli parce qu'il n'avait quand même pas le support du sujet ou de l'intrigue. Donc, ça leur a été difficile. Alors que quand on voit un film comme celui-là, et c'est pour ça que je trouve magnifique votre réaction, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le film et le sens du film ne passe que par l'écriture et la mise en scène, que par le mouvement perpétuel. Et je dirais, ce n'est pas le mouvement, ce sont les pulsations, la rythmique et les pulsations des sentiments, des émotions qui sont transcrits, etc. Avec en plus un culot monstre, dans le sens où nous sommes en 54. En 54 vient de démarrer à Hollywood le cinémascope qui a démarré en 53 pour lutter contre le but était de faire concurrence à la télévision qui démarrait. Donc, on triple, enfin, on triple pas, mais on met 2,5 fois plus de largeur avec le cinémascope sur l'écran. Et évidemment, la télévision, à l'époque, ne peut pas concurrencer cette espèce d'immensité que le cinémascope apporte. Le problème du cinémascope, qui avait d'ailleurs été quand même refusé par certains grands cinéastes, enfin, qui ont mis du temps à l'accepter, je pense entre autres à Fritz Lang. Si vous avez vu, par exemple, dans Le Mépris, Fritz Lang dit « Je déteste le cinémascope, c'est fait pour les serpents ».
le cinémascope, pour un cinéaste, posait des questions. Comment utiliser tout l'espace que proposait sur l'écran, justement, le cinémascope. Et ce qui est ici, Minelli, en assumant le cinémascope, et en le traitant comme il l'a traité, justement, par le jeu des mouvements, et de la caméra, et des personnages, et en même temps sur les pulsions, les chants, les chorégraphies, évidemment, il a accompli quelque chose de magnifique. Oui. Oui, je voulais dire par rapport au cinémascope qu'au départ, j'étais déconcertée parce que j'avais l'impression d'une bande, qui n'avait pas de profondeur de champ. Et c'est ça qui m'a déconcertée. Et ensuite, avec les travelling arrière qui correspondaient au mouvement des danseurs, très très vite, on s'adapte à cet espace-là. Et je trouve que là, Minelli est très très fort. Oui, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'il affronte le cinémascope. Mais non, mais attendez, je n'ai pas fini. Il affronte le cinémascope et autre chose. Il affronte quelque chose qui est Hollywood, c'est-à-dire le studio. Tout le film est du studio, et en studio. C'est-à-dire que tout le décor que vous voyez est du studio. Donc, Minelli accentue l'importance du studio dans son côté absolument artificiel et hollywoodien. Bon. Il s'en sert, non pas pour faire quelque chose de tout à fait secondaire ou en tout cas d'amusant, non, il s'en sert pour exprimer très précisément ce qu'il veut exprimer, c'est-à-dire son rapport qui était le rapport de son écriture, qui est celui qui joue les relations dramatiques d'ailleurs entre les personnages et le décor. Le décor chez Minelli est la projection du rêve ou du désir des personnages. Donc ici, on est dans l'univers du rêve, un rêve parfaitement manifesté dans le décor que l'on voit. Et en particulier dans cette séquence qui est de ce point de vue-là, une des grandes séquences du film, et peut-être l'une des plus manifestes du génie de Minelli, c'est la séquence amoureuse dans la bruyère, avec qui est splendide. Alors, on fait sur tous les mouvements, les décors, etc. Et le jeu de ce décor vient renforcer. Alors, évidemment, s'il y a décor, il y a aussi couleur. Et évidemment, chez Minelli, les couleurs ne sont pas innocentes. Il ne faut pas oublier que c'est un décorateur à la base. Il a commencé par Broadway. C'est un décorateur avec une grande passion et en même temps une grande connaissance de la peinture, du monde pictural, et donc utiliser les couleurs. Les couleurs ne sont pas innocentes chez Minelli. Vous avez un jaune, vous avez un rouge, vous avez un vert, etc., qui est minellien et qui signifie des choses, qui signifie, par exemple, le jaune chez Minelli est la couleur de l'imaginaire, la couleur du merveilleux, la couleur de l'exaltation, et en particulier l'exaltation des sentiments. Si vous poussez un peu plus loin, le jaune chez Minelli peut devenir aussi la couleur de la folie mentale. C'est ce qu'il va utiliser, et en même temps, il y a une référence historique, quand il va tourner la vie de Van Gogh et le jaune de la fin de Van Gogh, c'est-à-dire en tant que couleur de la folie. Le rouge, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la passion. Toutes les couleurs chez Minelli peuvent aller jusqu'à la folie, donc la passion, donc le rouge, par exemple, lorsque le jeune brigadien se révolte, il est en kilt rouge, et il répond à ce moment-là à la robe extrêmement rouge, passion, de Fiona qui porte le rouge, alors qu'à ce moment-là, sa sœur ne porte plus qu'une robe blanche, puisqu'elle arrive au mariage. Toutes les couleurs chez Minelli se jouent comme ça. Par exemple, Gene Kelly aura toujours un petit gilet rouge qui aura le même rouge que la robe rouge de Fiona à la fin. Et c'est-à-dire que chez Minelli, il y a décor, oui.
il y a couleur, oui, il y a costume, forcément. Mais il y a tout simplement que tout cela joue. C'est-à-dire que la couleur ne reste pas fixée une fois pour toutes. Elle est toujours en variation. Tout ça pour donner l'expression du mouvement même, des pulsions mentales et des pulsions affectives. Et donc, on filme ça. Et on filme ça dans l'idée d'un décor, c'est-à-dire d'un imaginaire qui, comme dans le rêve, où on rêve un monde qui soit un monde merveilleux. Mais ce monde merveilleux est fait pour échapper au monde réel. Ici, la séquence de New York. Donc, le monde réel, lui, est un monde qui est dur et un monde qui offre une réalité difficile à supporter. Il faut donc que chacun cherche à échapper par le rêve. Mais échapper par le rêve, c'est donc échapper à une espèce dans une espèce de décor qui est un décor purement imaginaire et très heureux. Mais très heureux, sauf que si on veut s'attacher et vivre son rêve, à ce moment-là, on aura la nécessité de fabriquer en réalité ce rêve. Et dès que le rêve devient une réalité matérielle, à ce moment-là, il devient lui aussi dangereux et destructeur. C'est ça qui est magnifique dans ce film, c'est justement qu'on va s'enfoncer dans ce rêve. Ce rêve, donc ce décor, va disparaître, mais on sera dans un rêve purement irréel, et à ce moment-là, on pourra être heureux, aimer, et avoir un sentiment d'amour, mais en même temps, comme toujours chez Minelli, avec une nostalgie et un sens quand même du tragique. C'est pour ça que le film est très léger au départ et peu à peu monte en violence, et en particulier dans la scène de la noce, qui est une scène absolument magnifique. Et là, on franchit la représentation chimérique et un peu charmante pour passer dans la violence réellement de la passion et des forces et des forces. En parenthèse, je vous signale que l'arrivée de tous les Écossais en tenue, ils portent tous le jaune. On veut imposer le rêve comme réalité, etc. Enfin, amusez-vous, c'est passionnant, regardez Minelli. Parce que là, vous apprenez ce que c'est que réellement le cinéma, comment ça se travaille le cinéma, à travers les éléments mêmes que propose l'obligation de la mise en scène. Il faut passer par le décor, il faut passer par les personnages, il faut passer par les costumes, il faut passer par les couleurs, il faut passer par les mouvements d'appareil, etc. Et donc, c'est ce que vous avez très bien ressenti, d'ailleurs. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça. Le film, c'est ça. Et si on veut le voir, évidemment, au niveau de l'intrigue, c'est un peu bébête, a priori. Bon, on peut le dire, c'est pas... Mais... le génie de Minelli, c'est que il va toujours au fond des choses, et ce qu'il représente, il le représente avec la violence et la vérité du désir et du désir du rêve, et en même temps le danger de ce désir, ce qui est quand même un très beau sujet. Dans la comédie musicale ou dans les opérettes, il y a toujours un répondant comique au personnage. Bien sûr, oui. C'est cette situation-là. Mais remarquez, le répondant comique ici, c'est notre personnage, et qui n'est pas comique du tout. Enfin, je pas comique du tout dans le sens que c'est celui qui a décidé de ne plus jamais rêver. Donc il n'a plus qu'à boire pour essayer d'échapper à cette vision du monde qui lui est triste. Et c'est là encore son rôle dans la scène de New York est peut-être plus importante pour lui que pour le personnage de Gene Kelly. Il est dans l'ordre du désespéré. Ne noircissons pas trop, mais il est quand même dans ce rôle-là. Alors, bien sûr qu'il a un côté un peu plus de comédie, mais sinon, vous avez très peu de personnages liés à la comédie dans le film. Des personnages qui dansent, en effet, qui sont joyeux et tout le reste. Bon, la scène du marché, au départ, a un côté très scène en même temps de Perrette.
Ça pourrait être les cloches de Cordeville avec le marché sur etc. Bon, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel, c'est-à-dire le grand amour, le mythe du grand amour, ou le désir du grand amour, qui est la chose impossible, impensable, et finalement qui n'est possible ou pensable que si ça n'existe pas. Donc si on part carrément dans le rêve du grand amour une fois pour toutes magnifié. Vous savez, Minelli était quelqu'un... Bon, moi, j'ai eu la chance de le connaître un peu et de le voir travailler quand il est venu tourner 2-3 films à Paris. J'avais été dans les studios et c'était quelqu'un d'une maniaquerie. Il n'y avait pas... Il passait son temps, pas un détail qu'il ne contrôlait pas. Il passait, on était prêt à tourner, immédiatement il se déplaçait encore juste pour remettre un petit truc dans le décor, etc. C'était d'une méticulosité stupéfiante et de précision, au point que les acteurs étaient un peu choqués par lui. Ils disaient, oui, Minelli, il nous dit jamais rien. Il ne s'intéresse qu'au décor. Bah, oui, puisque eux, ils sont dans le décor et c'est leur problème à eux, les personnages. Donc les acteurs, ils n'ont qu'à suivre et être en effet dépendants du décor. C'est très intéressant de voir, quand on peut voir comme ça les metteurs en scène travailler, comment au fond ils sont sur le plateau. Et là, c'était quand même un grand monsieur. Alors, il a eu la chance, Minelli, de travailler pour la Metro-Goldwyn-Mayer pendant très longtemps, jusqu'en 60. Donc il a fait tous ses films donc il était comme il y avait je dirais, la facture Minelli, c'est lui qui faisait ses films. Et pendant 20 ans, de 40 à 60, il a fait tous les films qu'il voulait avec la Métro. Lorsque la Métro en 60 a arrêté son système de production, Minelli s'est retrouvé, je dirais, à la porte, cherchant dans d'autres studios à travailler, et il a eu à ce moment-là beaucoup de mal à travailler parce qu'il n'avait plus la liberté qu'il avait à la Métro. Ça, c'est aussi intéressant de voir le côté hollywoodien et son danger. Le côté hollywoodien, c'était quand même l'usine. Et lui, s'était complètement adapté, avait fait son trou à l'intérieur du système d'usine qui a été un studio à l'époque. Et de ce point de vue, je crois qu'il est peut-être le cinéaste le plus personnel, mais qu'il ne pouvait l'être que dans une seule fabrique. Il ne pouvait pas l'être, alors que tous les autres cinéastes ont travaillé pour plusieurs studios, dans plusieurs studios. Lui, la Métro. Je voudrais vous poser une question. C'était par rapport à l'accent de ces Écossais qui roulaient énormément les R. Ah, alors ça, c'est pas l'accent écossais, non? Je ne sais pas. Est-ce que c'était pour bien se situer au XVIIe, puisque on ne prononçait pas les mots de la même manière? Est-ce que c'était pour faire une grande différence avec les Américains? Peut-être. Alors là, ne me demandez pas ça. Je suis nul en langue étrangère. Je parle très bien les langues étrangères, mais uniquement en français. Alors donc... Oui, je suis anglaise et je connais bien les Écossais. Et je peux vous dire que les Écossais roulent beaucoup les R. Donc, même maintenant, oui. Ah oui, donc c'est exact, alors. Oui, par contre, oui, les R sont authentiques. Par contre, on sent que ce sont des acteurs américains qui utilisent les R justement pour parler écossais, avec un accent écossais. Sinon, les autres sons ne sont pas exacts. Oui, de toute façon... Le R est utilisé un petit peu comme... Gene Kelly ou Van Johnson, on ne peut pas leur faire tellement... Et puis l'admirable, quand même, aussi, rendons un petit hommage à l'une des plus belles femmes du cinéma américain, c'est Charisse. Bon, quand même, c'est immense, c'est Charisse. Donc, il faut Par contre, pardon,
Le monsieur Lundy Qui révèle Lundy dans l'histoire. Mr. Lundy. Ah oui, qui raconte la vérité, oui. Qui leur révèle la vérité. Lui, il est certainement pas du tout. Il n'a pas appris son accent écossais. En gros, il ne roule que les R et c'est tout. C'est tout. Bah, oui, oui on lui trouve tout à fait anglais. Oui. C'est décevant. Ça m'échappe. Ils ont peu travaillé l'accent, en fait. Oui, mais de toute façon, là encore, il ne fallait pas être réaliste. Il fallait donner un peu l'idée, puis c'est tout, quoi. C'est tout. Bon, ben voilà, en tout cas, je suis ravi parce que j'avais un peu peur dans le choix de ce film, qui est un film qui n'est pas gagné d'avance. Bon, je vois que finalement, vous l'avez plutôt bien reçu. J'en suis très, très, très ravi parce qu'il le mérite. Merci beaucoup.